Donc on va pouvoir commencer. Nous sommes, en tout cas pour ce qui concerne les orateurs au complet, pour l'instant. Nous commençons dans un climat d'intimité qui n'est pas désagréable, en espérant que peu à peu le public va arriver. Donc je donne la parole tout de suite à Richard Varraud, président des JNE. Merci Anne. Voilà, donc effectivement, je suis un petit peu étonné de ces grèves surprises, puisque on a appris il y a un quart d'heure que la SNCF, la RATP étaient en grève. Donc, nous allons faire avec. Donc, voilà. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très honoré d'ouvrir cette journée d'études pour les 50 ans des JNE aux Archives nationales et je tiens à remercier Madame le conservateur du patrimoine, Clémence Lécuyer, pour le prêt de leurs locaux et les facilités mises à notre disposition. Je souhaite également saluer le travail de l'équipe qui a participé à l'élaboration de cette journée, comme nos historiennes, pas celles des JNE, mais celles rattachées à des laboratoires universitaires et qui nous ont aidés à structurer notre démarche. Je salue également le responsable de la mission des archives du ministère de la Transition écologique et solidaire, facilitateur du transfert de nos archives dans ce bâtiment, et bien sûr les administrateurs du conseil d'administration des JNE investis dans ce processus. Mais qu'est-ce que 50 ans finalement ? Quelques secondes dans les millions d'années qui nous ont précédés sur l'évolution des temps géologiques. Mais si nous regardons simplement cette époque temporelle près de nous et qui est appelée par certains l'Anthropocène, ils ne sont pas tous d'accord sur la façon de nommer cette période, car les créations humaines ont marqué notre planète, s'y inscrivant au même titre que les déplacements tectoniques. Nos 50 ans sont pourtant la marque, au même titre, sont pourtant la marque d'une société en évolution qui s'est éveillée à la protection de la nature puis à l'écologie. Nous avons d'ailleurs retrouvé, il y a quelques semaines, au hasard du rangement de divers cartons, la trace écrite de l'Assemblée constitutive de l'association le 24 février 1969, qui s'est tenue à Paris au 57 rue Cuvier. L'ordre du jour en était l'adoption des statuts et la constitution de son premier conseil d'administration. Mais je vous rassure, je ne vais pas vous raconter mon histoire des JNE, puisque c'est vous qui allez le faire, selon des thématiques précises et des approches élaborées. Je souhaite remercier tous les intervenants et participants qui ont fait le voyage jusqu'à cette salle. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas très nombreux. Et celles et ceux qui s'empareront de nos archives pour tracer et découvrir les lignes de force de notre association. Je voudrais également remercier le service technique des Archives nationales qui assure la captation vidéo de cet événement et qui sera mise en ligne sur la chaîne YouTube des JNE dans quelques jours. Nouvelle mémoire audiovisuelle des JNE au XXIe siècle et qui sera accessible à tout le monde. Aussi, je souhaite à toutes et tous des conversations et des débats fructueux d'où vous pourrez sortir, extraire, suggérer de vos expériences et de vos acquis depuis votre entrée au JNE ou dans une autre structure, des pistes ou des solutions pour notre type particulier de journalisme de l'environnement, porteur la plupart du temps de mauvaises nouvelles. La question serait à cette époque charnière, comment communiquer cordialement avec nos lectorats en continuant à parler de dialogue avec la nature et les éléments naturels en offrant des espaces de survie à notre biosphère. Donc, sur ces bases, je vous souhaite de bons échanges et une excellente journée d'études à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Je vais enchaîner rapidement, donc, puisqu'on est un peu en retard. On est raisonnablement en retard, disons. La mission qui m'a été confiée, c'était celle d'interroger les raisons d'une commémoration, à quoi j'ai ajouté quand même, et les objectifs. Il me semble que dans un premier temps, en tout cas, ils sont évidents, puisqu'il s'agit pour nous, réunis ici aujourd'hui, de répondre à deux objectifs: commémorer la naissance de cette association importante et qui met en ce moment ses archives à la disposition de l'histoire,
premier objectif. Et deuxième objectif, évidemment, faire de l'histoire. Ce qui permet de réunir, une fois n'est pas coutume, des professionnels, des acteurs, ce que nous, les historiens, avons tendance à considérer comme des témoins, et puis des scientifiques, au sens évidemment sciences humaines et sociales de ce terme scientifique. En tout cas, des gens qui ont en commun, les journalistes et les historiens, d'essayer de produire un savoir vrai sur une période, sur des événements, des processus, des phénomènes, sur d'autres gens aussi. Alors, pourquoi cette rencontre ? Parce que sans histoire, la commémoration se réduit trop souvent à des évocations un peu autocentrées, plus ou moins menacées par la complaisance, et ou à une espèce de devoir de mémoire qui est toujours un peu ambigu, et qui n'est pas forcément exempt de parti pris. Donc faire de l'histoire ici, c'est d'une part mettre en lumière le rôle joué par le journalisme dans la publicisation de la crise environnementale, c'est-à-dire littéralement l'entrée dans le monde des phénomènes visibles et partageables par le plus grand nombre de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise environnementale, mais qui n'est évidemment pas récente. C'est aussi donc s'interroger sur son ancienneté. Tout en ne perdant pas de vue que l'alarme environnementale ne date pas des années 60, qu'elle est plus ancienne, qu'elle est bien plus ancienne, que la sonnette en fut tirée d'abord par les naturalistes et les pêcheurs, par des citoyens lambda également, qui se plaignaient des pollutions voisines, qui réclamaient la préservation des richesses naturelles, pittoresques et artistiques, qui a donné lieu à une loi, mais que c'est vrai qu'il a fallu attendre le terme des 30 Glorieuses pour que le relais médiatique soit véritablement assuré, et soit assuré d'ailleurs au sein de structures renouvelées. Et c'est ça, c'est cette transformation d'un journalisme atomisé à un journalisme qui s'organise et qui se fixe des objectifs, et qui, d'un certain point de vue aussi, devient un journalisme militant ou concerné, selon les termes qu'on veut utiliser. Bien sûr, il faudra aussi s'interroger, mais ça c'est peut-être dans un second temps, sur les limites, sur les échecs connus par ce relais. Sur les principes aussi, sur les conditions, sur les acteurs, sur la pédagogie qui ont été mobilisés, et donc les effets directs et indirects de cette entrée en écologie des journalistes. Et c'est pourquoi, en l'espèce, la création en 1969, sous la houlette de Pierre Pellerin, de la GEPN, donc l'Association des journalistes écrivains pour la protection de la nature, qui deviendra les JNE en 1981, fournit un excellent cas d'espèce de cette mobilisation nouvelle. Je parlais de restructuration des journalistes, dans un contexte, il est vrai, d'ébullition, de pensée alternative, et bientôt d'ailleurs aussi d'une presse alternative. Parce que l'objectif affirmé des JNE, alors je parlerai des JNE parce que comme ça a changé de nom à plusieurs reprises, l'objectif affirmé des JNE, c'était, je cite, accroître la visibilité des enjeux environnementaux dans l'espace public. Donc, objectif de journaliste, évidemment, investir l'espace public. Mais cependant, je tiens à faire remarquer quand même que la création d'une association n'allait pas de soi, ça ne va pas de soi, c'est une structure nouvelle, qui n'a rien de naturel, même si les historiens savent à quel point, depuis la Révolution française, et malgré la Révolution, j'ai envie de dire, qui interdit de fait la création des associations, mais quand même depuis la Révolution française, et bien avant la loi de 1901, les associations ont été des pièces maîtresses de la consolidation de la démocratie politique, en contribuant notamment à l'élaboration de compromis. Ça a été leur rôle, leur mission, et c'est cette mission qu'elles ont remplie, élaborer des compromis entre les citoyens et l'État sur des sujets variés, et puis davantage au XXe siècle en participant à la mise en place de libertés, de droits, de services liés à la construction de l'État social. Et donc ces associations, quelles qu'elles soient, ont participé, disons, à la mise en place de politiques nouvelles. Et
Elles résultent donc à la fois de ce qu'on appelle aujourd'hui les initiatives citoyennes. Elles sont l'expression d'une liberté irrépressible et qui est désireuse d'accompagner les mutations d'un contrat social, en l'espèce pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Je l'ai dit, cette création des GNE, on la doit à quelques individus sur lesquels nous reviendrons, hein, Pierre Pellerin, Jean Carlier. Moi qui ai jeté un coup d'œil rapide sur les archives des JNE avant qu'elles ne soient versées ici, j'ai eu ce privilège, mais ça a été un peu trop rapide à mon goût, mais bon, il me semble que les choix opérés par l'association méritent qu'on en fasse l'histoire véritablement. Et parce qu'il nous renseigne sur la manière dont s'est construit ce journalisme environnemental. Je vais donner juste quelques exemples. Les conditions d'admission qui, à lire les archives, semblent automatiques au départ. On comprend bien, une association nouvelle se crée. En gros, on accueille tout le monde, puis c'est une association d'amis en réalité. Hein. Et puis, peu à peu, les choses se structurent. Il y a des votes du conseil d'administration et l'admission devient davantage conditionnée, je dirais, à partir des années 1980. Et ça, on va même d'ailleurs jusqu'à exclure un certain nombre de membres. Bon, c'est rare, mais ça mérite quand même d'être signalé. Autre question qui se pose, et qui se pose à l'association comme aux journalistes d'une manière générale, c'est la représentation de l'association auprès du pouvoir. J'ai trouvé la formule comme ça dans les procès-verbaux des conseils d'administration, et qui a été manifestement une interrogation constante, en tout cas dans ces premières décennies de la vie des JNE. Qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir? Qu'est-ce qu'on fait en particulier à partir de 1972 avec le ministère de l'écologie? Quel rapport on a? Et il est arrivé qu'il y ait des propositions de boycott, qui ont d'ailleurs été refusées en principe. Hein. On s'est évidemment aussi posé la question, et elle était légitime, des subventions publiques. Hein. Est-ce qu'on sollicite des subventions? Est-ce que nous perdrons notre liberté, etc. Autre élément intéressant, c'est les liens que les JNE ont entretenus avec l'ensemble des autres associations, à la fois de journalistes et de protection de la nature et de l'environnement, notamment à partir du moment où se développent de manière plus intense, disons, les comités, différents comités de mouvements d'écologie politique. Autre direction, les modalités d'action. Il y a des actions directes, les communiqués de presse, au moment par exemple où le ministère de l'écologie annonce son intention de capturer les ours slovènes des Pyrénées, donc communiqué dénonciateur, hein, et puis des actions, je dirais, plus indirectes, qui consistent simplement pour ces journalistes à faire leur métier, et puis à faire leur métier en organisant par exemple différents voyages à l'étranger, dont j'espère on nous parlera cet après-midi. Ces archives renseignent aussi sur le fonctionnement des rédactions. Un exemple, en novembre 1982, plusieurs membres du conseil d'administration des JNE rappellent, je cite, à quel point dans les rédactions il devient difficile de faire sortir les informations sur l'écologie et l'environnement. Et pour certains, il s'agit d'une véritable censure. Pour d'autres, mais bon, le procès-verbal ne dit pas qui, pour d'autres, cela relève d'un phénomène plus complexe lié à ce qui se passe dans les rédactions. Bon, donc c'est un peu flou, mais on voit qu'il y a une interrogation, enfin plus qu'une interrogation d'ailleurs, hein, une vraie réflexion sur cette difficulté à faire sortir donc, de 1982. Donc, tous ces aspects ne sont pas anecdotiques. Hein. Ils renvoient à un ensemble de questions que le titre de la journée d'études résume, être journaliste face à la crise environnementale, engagement professionnel et associatif, qui permet de cadrer les interrogations. J'en vois une qui semble à l'historienne des médias que je suis particulièrement intéressante. Les journalistes ne sont pas que des observateurs, bien sûr, même s'ils ne se réclament pas du militantisme. Parce que médiatiser, ça n'est pas seulement transmettre une information, c'est via une opération de tri, de sélection, via aussi la mise en récit, la mise en son, la mise en image, une opération de transformation, de production de quelque chose de nouveau.
Or, la figure du journaliste militant, concerné, engagé, est encore plus visible quand elle se retrouve ou quand elle se réclame d'une association. Donc, voilà, hein, je finirai en disant simplement que c'est évidemment une excellente chose pour tout le monde, pas simplement pour les historiens, que les archives nationales accueillent aujourd'hui les archives des JNE, que ça permettra notamment de faire l'histoire des mobilisations environnementales, parce que ce passage par l'histoire, par ces interrogations adressées aux modalités de publicisation, de visibilisation, d'appel à la prise de conscience, tout ceci permet de mettre en valeur quelque chose de fondamental. Rien n'est jamais possible quand il s'agit pour les citoyens de s'emparer d'un problème sans médiatisation. C'est pour ça que cette question me semble fondamentale. Et je finirai en disant que l'histoire est aussi évidemment une invitation à envisager l'avenir à partir de la connaissance que nous en avons, non pas de l'avenir mais de l'histoire, hein, et donc à se constituer en force de proposition pour des changements urgents. Je vous remercie.